Salut Guillaume, et c'est un plaisir que tu sois parmi nous. Qui utilise les services de Week-end? En fait, surtout, il faut donner des marques. Alors vas-y. Alors ici se tourne, je sais pas s'il y a Pauline, mais c'est O2. Alors ensuite... O2, APF, France Présence, Intermission, alors ça c'est pour ceux qui sont en Espagne, au Portugal ou au Mexique. Maison Lit à Paris, c'est pour du très haut de gamme, mais en fait on a une grosse dizaine de marques qui interviennent partout. C'est bien, t'as plein de profils, Guillaume. À la fin de la soirée, tu vas mettre carton. Alors, Guillaume est né en 1973, diplômé d'une belle école de commerce qui s'appelle l'EDEX. Et ta première vie, t'es du côté de la Française des Jeux. Tu sais quoi, la Française des Jeux? J'étais contrôleur de gestion sur les grands projets d'infrastructure de l'entreprise. Très sexy ça. Carrément. Mais on apprend la rigueur et les choses, non? Ouais, c'était assez marrant en fait, parce que j'étais sur des très gros projets, donc avec des enjeux importants en termes de business. Donc non, la Française des Jeux, c'est une entreprise qui est assez extraordinaire, avec un middle management qui est d'un très haut niveau. Et tu joues avec des très gros montants, donc c'est assez rigolo. Ensuite, les relais H. C'est quoi au sein des relais H? J'étais adjoint au directeur du réseau. J'exerçais ça en parallèle de la boîte que j'avais créée, parce que j'ai créé O2 qui était la première des boîtes du groupe. J'ai créé O2 en 99. Et puis en 2001, j'ai dû reprendre un emploi salarié pendant 3 ans. Et donc j'étais adjoint au directeur du réseau chez Orange. J'ai bossé 24 sur 24 quoi. Ouais, je bossais pas mal. Voilà, donc pendant la journée j'étais adjoint au directeur du réseau, et le soir, le week-end et pendant les vacances, je m'occupais de ma boîte. Donc, et à partir de 2004, j'avais un modèle économique qui tournait, et donc j'ai pu commencer à dupliquer. Donc c'est ce que j'ai fait à partir de 2004. Je suis parti m'installer, j'ai quitté Paris, j'ai été installé au Mans. Vous allez me dire, mais pourquoi le Mans? Oui, alors pourquoi le Mans? Parce que c'est... Parce qu'il fait beau. Parce qu'il fait beau. Il fait beau, c'est une très belle... La réalité, c'est que ça coûte pas cher. La réalité, c'est que ça coûte pas cher. Le mètre carré au Mans, c'est 100 € le mètre carré. À 100 € le mètre carré. Donc aujourd'hui, on a à peu près 15 000 mètres carrés de bureaux. Ça fait 15 000 mètres x 100. Ben non, ça fait 15 000 mètres x 100, mais surtout, ça fait 15 000 mètres fois 300 à 400 € d'écart par rapport à Paris. Ouais, donc ça veut dire que c'est intéressant. Donc ça fait beaucoup d'argent. Et puis, les salaires au Mans sont 15 à 20% inférieurs à ceux de Paris pour des gens qui ont 15 à 20% de pouvoir d'achat de plus qu'à Paris. Parce qu'au Mans, vous avez pour 350 € un T2 voire un T3. 350 € par mois. À Paris, pour 350 € par mois, vous avez les toilettes sur le palier sans forcément avoir la porte qui va avec. C'est au 7e étage, Guillaume. Et sans avoir la porte qui va avec. Alors, et donc le fait d'être au Mans, c'est à peu près 6 à 7 millions d'euros d'économie par an. Et quand vous possédez très largement votre boîte, 6 à 7 millions d'euros d'économie par an, c'est 6 à 7 millions d'euros quasiment dans votre poche en plus. C'est intéressant. Alors aujourd'hui, donc, le TI va tutoyer les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc 10 marques au total. Tu nous rappelles les différents grands métiers, peut-être Guillaume? Alors, on fait 3 grands métiers. On fait du ménage-repassage. Sur les 400 millions, c'est à peu près 250 millions. On fait de l'accompagnement de la personne âgée ou handicapée, ça c'est une centaine de millions d'euros. On fait de la garde d'enfants à domicile, c'est une quarantaine de millions d'euros. Et puis on fait du jardinage, du bricolage, des travaux pour une dizaine de millions d'euros supplémentaires. Au total, donc, tu as 20 000 collaborateurs et... On a plus de 20 000 collaborateurs qui sont quasiment tous salariés d'entreprise. Donc ce sont mes salariés, ils ne sont pas auto-entrepreneurs ou ils ne sont pas salariés des particuliers employeurs. À part dans 2 des entreprises du groupe. Donc des premiers employeurs de France. Pas loin. Non. 20 000. Alors, aujourd'hui, comment tu fonctionnes? Il y a un système de franchise, de partenariat, où tout le monde est intégré, comme tout. En fait, ça dépend des marques. Si tu prends la marque O2, aujourd'hui on a 500 agences, il y en a 200 qui sont des succursales. Il y en a 200 qui sont des franchises qui appartiennent à des entrepreneurs indépendants, et il y en a 100 qui sont des franchises qui m'appartiennent à moi. Parce que je suis franchisé de moi-même. En fait, ça c'est un petit truc sur lequel on a gagné il y a quelques mois le prix de la direction financière et de l'innovation sur la finance. Je ne sais pas s'il y en a certains qui bossent dans des réseaux, qui font du retail ou qui ont des réseaux. Et en fait, le problème que j'avais, c'est que quand je crée une succursale, le modèle économique d'une agence de service à la personne, c'est la première année tu perds 100 000, la deuxième année tu perds 50, la troisième année tu es à l'équilibre, à partir de la quatrième année tu gagnes de l'argent. Et donc si par exemple tu veux créer 100 agences, l'impact EBITDA la première année c'est 10 millions. Ouais, ça fait des sous. La deuxième année, 5 millions, la troisième année, t'es à l'état, etc. Donc autant dire que c'est juste pas possible, à un moment donné, c'est pour ça qu'on s'était tourné vers la franchise, de créer à nouveau des succursales. Et à un moment, je me suis dit,
au lieu d'aller chercher des franchisés à l'extérieur, si je devenais moi-même franchisé de moi-même. L'intérêt, c'est que, en fait, les 10 millions plus les 5 millions de la deuxième année, les 15 millions de pertes d'EBITDA, je les externalise. Je les ai mis dans une autre boîte, sur laquelle moi j'ai apporté 5 millions, j'ai été levé 10 millions auprès des banques, donc j'externalise la perte d'EBITDA, j'externalise la levée de dette, et par contre, au niveau de mon groupe, dès le départ, je récupère des fees, etc., etc. Et donc, avec un système comme ça, où par ailleurs, à l'issue du contrat de franchise, le groupe va racheter les franchises et va récupérer l'intégralité de l'EBITDA qui a été générée. Et donc, en fait, on a externalisé de la dette et de la perte d'exploitation. Et ça, c'est un truc qui est un petit tips que... On peut faire avec personne. Dis-nous, plus de 20 000 collaborateurs, dans tes métiers, là, trouver des gens performants, sympas, fidèles et pas trop chers, ça existe ou pas, ce qu'on appelle les talents comme ça? Bien évidemment, c'est incroyablement plus compliqué pour nous de trouver les collaborateurs de qualité que de trouver les clients. Et donc c'est le nerf de la guerre. Et derrière, ça dépend à la fois de la politique salariale et de la politique de fidélisation que tu mets en œuvre, et puis de la qualité des managers en local. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a énormément de sociétés avec de la proximité, parce que c'est... et que la vision de l'entreprise, c'est de devenir l'entreprise qui au monde porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients. Et dans cet endroit-là. Et pourquoi? Parce qu'on avait quelque chose qui était de l'ordre de l'intuition, qui s'est assez rapidement devenu une constatation et qui aujourd'hui est une certitude, c'est qu'un salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. Et donc notre objectif, c'est de viser la satisfaction de nos collaborateurs. Parce qu'un collaborateur satisfait, globalement, si on ne prend pas quelqu'un de trop mauvais, il fait du bon boulot. Et aujourd'hui, donc, le recrutement en lui-même, tu arrives à trouver quand même des gens assez facilement, tu as fait une non, c'est très compliqué, Après, ça dépend. Il n'y a pas une réalité. En fait, de façon assez stupide, je trouve, on parle du chômage. Il n'y a pas un chômage, il y a des chômages, il y a des réalités de l'emploi qui sont extrêmement différentes selon les territoires en France, selon les âges des personnes, selon etc., etc. Et donc, on n'a pas une réalité face à nous. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des personnels le long de la frontière suisse ou sur la rivière française que de trouver des personnels au fin fond de la Creuse ou à Dunkerque. Et alors Guillaume, est-ce que ton principal concurrent, c'est pas le black? Évidemment. Le liquide, les sous. Évidemment, c'est le travail loin. Qui travaille un peu au black, là, juste pour voir si on a vu qu'il y a plus de personnes dans les réseaux, là? Oui, c'est... Eh bien, il y a au moins deux courageux. Après, t'as le gris, hein. C'est tout. Tu déclares ça, c'est bien, tu peux Non, c'est vrai que la vraie concurrence est au gré des aides ou du reste, ça... de façon très claire, le marché déclaré dans les services à la personne, aujourd'hui en France, c'est à peu près 20 milliards d'euros, et le black, c'est à peu près la même chose. Bon, voilà, c'est que... Est-ce que l'international t'intéresse, Guillaume? Bien évidemment, en fait, tu vois, tout à l'heure, on avait Sophie qui a un modèle qui est extrêmement intéressant. Et en fait, il y a en 2005, quand j'ai quitté pour la deuxième fois un emploi salarié chez OLH pour relancer O2, je me suis dit que ça n'avait de sens que si on avait un projet de ouf malade. Et donc on faisait 250 000 € de chiffre d'affaires à l'époque. Le numéro 1 mondial faisait 3,5 milliards de dollars. Et on s'est dit, on se donne 30 ans pour être numéro 1 mondial. Avec qui ça? Ouais. On s'est dit ça, c'était l'époque où il y avait une philosophe des temps modernes, Amel Bent, qui nous chantait « Viser la lune, ça me fait pas peur ». Et donc moi je me suis dit, ok, viser la lune, ça me fait pas peur, ça ne fait pas peur à elle, moi non plus. Et donc on va se donner 30 ans pour devenir numéro 1 mondial, 10 ans pour devenir numéro 1 français, 20 ans pour devenir numéro 1 européen, et 30 ans pour devenir numéro 1 mondial. Donc objectif 2035, numéro 1 mondial. Et c'est vraiment un truc que depuis, tu vois maintenant ça fait 18 ans. Tu te dis en 30 ans je vais être numéro 1 mondial. Non mais c'est tous les collaborateurs qui rentrent dans le groupe, on leur dit l'objectif, dans 30 ans, c'est d'être numéro 1 mondial, et d'être l'entreprise qui au monde portera le plus d'attention à ses salariés et à ses clients. Et si on fait ça, de toute façon, la conséquence, c'est qu'on deviendra le numéro 1 mondial. Et d'avoir un impact le plus important possible en termes d'impact social, de création d'emplois, de qualité, d'inclusivité. Parce que
on a le métier le plus formidable du monde. On a le métier qui permet de changer la vie des gens. Vraiment. On change la vie de nos collaborateurs. Le nombre de collaborateurs qui, chez nous, ont changé de vie, ont pu grandir avec l'entreprise, c'est... Moi, je peux te raconter des dizaines et des dizaines d'histoires. Tu me laisses là pendant 2 heures, je vais vous raconter des histoires de collaborateurs. Un matin pour le café-thé. Alors, et qui ont grandi avec l'entreprise. On a moyen de faire de l'inclusion. On a moyen... Et en fait, plus tu travailles sur l'inclusion, plus tu travailles sur des personnes qui, à la base, ne sont pas nés avec une petite cuillère en argent ou en or dans la bouche, et bien en fait, plus tu as aussi des gens qui te sont fidèles parce que tu les as aidés, et tu les as accompagnés, tu les as fait grandir. Et ça, c'est super important. En fait, et donc on a ce rôle social, on a un rôle sociétal parce que non seulement on rend des services qui permettent de changer la vie des gens, et quand on accompagne les familles dans l'équilibre de vie en gérant le ménage, la garde d'enfants, les courses, etc., on permet vraiment cet équilibre de vie entre vie perso et vie pro. Quand on accompagne les enfants dans leur réveil et développement, on apporte un vrai plus. Et Frédéric il dirait la même chose chez Léo et Léa, quand tu accompagnes un enfant bien, Léa et Léo. Eh ben, tu contribues à son éveil et développement. Nous, on a des méthodes qu'on a développées qui sont avec des axes pour accompagner l'enfant dans son éveil et ses développements. Et après, vraiment, les enfants qu'on a accompagnés, eh ben, ça devient des meilleurs enfants, des meilleurs adultes. Pourquoi? Parce que par exemple, tu vois, un des axes qu'on fait, c'est cuisiner et partager. Pourquoi est-ce qu'on fait faire de la cuisine aux enfants? Parce que exactement comme le bricolage, quand tu fais de la cuisine, tu développes la motricité fine. Mais en plus, tu vas apprendre des proportions, parce que tu vas avoir une recette qui est pour 4 personnes, puis il va falloir la faire pour 3, pour 5, pour 6. Tu vas apprendre aussi les aliments, la nutrition, c'est vachement important. Quand tu fais un flan de courgettes, eh ben, tu vas goûter les courgettes. Alors que c'est vert, c'est dégueulasse à la base. Tant qu'il n'y a pas d'épinards, Et puis, tu as aussi une dimension qui est pédopsychologique. Normalement, l'enfant est enfant nourri et le parent est parent nourricier. Quand l'enfant devient nourricier, et ben en fait, il grandit parce qu'en fait, il va s'intéresser aux autres, il va faire les choses pour les autres, etc. Et on a beaucoup de choses comme ça qui permettent à nos enfants qu'on accompagne. Et donc, non seulement on a cet impact sociétal de garder les enfants, mais la façon dont on fait les choses, un peu comme un autre très grand philosophe des temps modernes, Jean-Jacques Goldman, nous disait dans sa chanson « Il changeait la vie ». C'était un cordonnier, un simple cordonnier, il faisait des souliers si jolis, si légers, que la vie semblait un peu moins lourde à porter. Donc on ne s'ennuie pas du tout au moment. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, ayant des grands discours, des grandes théories, à chaque jour. Tu le fais en chantant ou pas? Parce que là tu laisses bien, mais... La façon dont tu fais ton métier, elle est super importante. Tu avais un bouquin qui s'appelait La fiche philosophique qui parle du marché aux poissons Seattle, et dans lequel ils ont changé fondamentalement les choses en disant on ne choisit pas forcément son métier, mais on choisit systématiquement la façon dont on exerce. Et la façon dont tu exerces ton métier, la façon dont tu vas y mettre du cœur, la façon dont tu vas faire les choses, fait que derrière tu crées énormément de valeur, à la fois pour toi, parce que ça t'apporte du plaisir dans la façon dont tu as fait les choses, et pour tes clients. Et donc ça, c'est ça qu'on essaie de créer et de générer pour avoir des collaborateurs. Tu parles très bien, tu es brillant, mais là j'ai cassé un mythe. Il paraît que c'est grâce à M. Sulitzer que tu as créé des boîtes et que tu as voulu devenir entrepreneur quand tu avais 10 ans. Paul Lou Sulitzer, est-ce qu'il est mort d'ailleurs? Oui, moi non plus. Non, mais là, c'est le truc qui fait la honte. Mais non, mais alors, dis-nous, Paul Lou, là, ça t'a inspiré de quoi? C'était le roi... C'était le roi vert. Le roi vert, c'est ça, quoi, ouais. Ouais, mais voilà, Non, mais Bernard Tapie, Sulitzer, c'est une époque. Non, mais le roi vert, c'était fantastique. Le roi vert, c'était fantastique. Et moi, je me suis dit, mais c'est dans le métier, tous les deux. Le mec qui change, il essaie de changer le monde. Et c'est une façon de soigner sa mégalomanie que de se dire, ben voilà, je peux essayer de changer le monde en étant un entrepreneur et comment changer le monde? Devenir entrepreneur. Alors avant les questions spontanées, mon cher Guillaume, tu adores beaucoup de choses, et notamment le vin. Tout à l'heure, tu as montré, j'allais dire hors antenne, ce que tu as dégusté le week-end dernier, c'est assez impressionnant. Je t'ai demandé, vous étiez combien? 6. Ça reste toujours très impressionnant quand même. C'est quoi tes 3 derniers coups de cœur? En oubliant les vins de Pascal, bien sûr. Un Saint-Aubin. C'est pas une appellation qui est extrêmement connue. C'est un vigneron qui s'appelle Colin. Et c'est... moi, je trouve ça super chouette. Il y a un Châteauneuf du Pape Blanc. Xavier Vignon. C'est génial aussi. C'est vachement chouette.
Et puis, c'était ici, il n'y a pas très longtemps, de l'autre côté à l'Épicure, on a goûté Astéroïde de Dagno. Et c'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment très bon. Vous voyez qu'il est magnifique ce garçon. À part celui-ci, il est juste parfait. Question spontanée, tiens Frédéric, qui nous pose une question. Evelyne, alors Evelyne, on commence par Evelyne. La réalité, c'est que j'ai pas appris énormément parce que je connais quand même vraiment très bien mon entreprise. Par contre, ça nous a apporté énormément. C'est la meilleure expérience que j'ai jamais faite en termes de retour sur le temps que j'ai passé et la notoriété et les clients et les franchisés que ça nous a apporté. C'est un truc qui était extraordinaire. Et c'est vraiment. Et par ailleurs, au-delà de ça, moi, la raison numéro 1 pour laquelle je l'avais faite, cette émission, c'est que j'ai beaucoup de grandes références. Une de mes grandes références aussi, c'est Arnold et Willy. Il faut tout, tu sais, il faut tout pour faire un monde. Et en fait, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes qualités. Et en faisant ça, j'ai montré que moi j'avais deux mains gauches avec des moufles. C'est un peu comme, par ailleurs, je joue au foot dans ce truc-là, je suis super nul. J'adore ça, mais je suis super nul. Et pareil, quand je devais faire des prestations de ménage ou de taille de machin, etc., je suis pas doué avec mes mains. Il y a des gens qui sont doués. Il y a d'autres talents, mais bon. Voilà. Et donc, dire qu'on a tous les hommes, on a tous la même valeur humaine. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas un homme qui a une valeur humaine qui est supérieure à un autre. Par contre, on a des valeurs économiques, on a des talents qui sont différents. Il y en a qui chantent très bien, il y en a qui peignent très bien, il y en a qui écrivent très bien, il y en a qui... Et puis il y en a qui jouent super bien au foot, et il y en a qui dirigent les entreprises, et il y en a qui... Alors, chacun a son talent qui est différent, et chacun a un talent différent. Et moi, je n'étais pas capable, j'étais même pas... Il n'y a que un des 5 mecs qui m'a embauché. Non mais c'est des boules quand même. Ouais. Dans ta propre boîte, le métier, il n'y a que 1 sur 5 qui dit peut-être qu'on peut l'embaucher. Et en plus parce qu'il manquait du monde. Nous on avait différents métiers, donc nous on intervient au domicile des particuliers. Donc il y a certains métiers qu'on devait impérativement continuer. Notamment quand tu t'occupes des personnes âgées ou en situation de handicap, tu ne peux pas les abandonner. Et on a été confrontés à des cas qui étaient extrêmement compliqués parce que mes équipes avaient super bien anticipé au niveau des protections individuelles, des masques, etc. On s'est fait réquisitionner la quasi-totalité de ce qu'on avait fait par l'État français. Et on a dû intervenir chez les personnes. Et on a eu des cas assez terribles, notamment dans l'Est de la France, où on a dû laisser les personnes mourir chez elles. Et quand elle le responsable d'agence qui est au bout du téléphone et qui en pleure en disant ça fait plusieurs années qu'on s'occupe de la personne et là on est obligé d'aller, on n'a pas les moyens d'intervenir, on nous a piqué nos protections individuelles, on ne peut plus continuer à intervenir, qu'est-ce qu'on fait? Et je veux continuer à y aller, je sais que... Et en fait on ne peut pas, c'est un peu dans la même situation que quand tu as une maison qui est en feu. Tu sais qu'il y a des gens dans la maison, mais toi, tu n'es pas pompier et tu n'as pas les équipements de sécurité. Est-ce que tu dois y aller? Et quand tu as les personnes en face, c'était assez compliqué. Donc il a fallu à la fois rassurer nos partenaires franchisés, qui la plupart étaient des anciens salariés, qui n'avaient jamais été entrepreneurs et qui avaient la responsabilité pénale d'envoyer des personnes continuer à intervenir chez les personnes âgées, chez les personnes en situation de handicap. On avait ça. Continuer à intervenir. Assurer un certain nombre de prestations au maximum et en même temps gérer la sécurité de nos collaborateurs. Donc c'était compliqué. C'était aussi financièrement compliqué. On était obligé de faire un PGE de 25 millions. Donc on a emprunté 25 millions pour faire face à ce qu'on s'est remboursé. Ouais, malheureusement. Le problème du PGE, c'est que la première lettre, le P, ça veut dire prêt. Ouais. En général, c'est tous les prêts. Je vais être sincère, c'est pas moi qui les gère, c'est mes équipes. Donc c'est déjà beaucoup plus simple, parce qu'en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que tu n'as pas un truc central avec tout le monde, c'est qu'en fait tu as plein d'agences locales, et donc c'est plein de PME. Quand Sophie tout à l'heure expliqué qu'elle avait créé plein de boîtes, moi j'ai créé plein de boîtes.
dans la dizaine de marques que j'ai, il y en a une petite moitié que j'ai achetée, mais il y a une grosse moitié que j'ai créée from scratch. Donc avec des nouvelles idées, des nouveaux process, etc. Et puis à chaque fois, c'est des petites boîtes, c'est des petites PME. Et donc j'ai aujourd'hui une entité juridique que je possède en propre, il y en a 400 et quelques. Et si tu prends mes franchisés, on est à 700 entités juridiques différentes. Donc en fait, à chaque fois, c'est des petites boîtes. Et c'est une multiplication de petites boîtes. Donc tu utilises les problèmes humains, quelque part. Les joies également, quoi. Je divise les trucs pour avoir de la proximité et pour avoir des choses qui sont vraiment de proche en proche. Je vais peut-être en choquer certains, mais je suis assez communiste dans ma façon d'appréhender les choses alors que je suis un entrepreneur. Ton côté Che Guevara ne nous a pas échappé. Ouais, c'est ça. Le mec, il est ce leader. Et je suis pas dans une logique de faire un empire familial qui se transmette aux enfants, machin, etc. La seule chose que je veux pour mes filles, j'ai 3 filles pour l'instant, c'est qu'elles soient les plus heureuses possibles. C'est pas qu'elles soient les plus riches possibles ou qu'elles héritent d'un truc qu'elles doivent gérer. Donc, et je suis pas sûr que leur filer beaucoup de pognon et une grosse boîte, ça soit le meilleur moyen de les rendre heureuses. C'est un peu ce que disait Sophie tout à l'heure aussi. Et donc, et par ailleurs, qui sont les personnes qui, a priori, devraient être les plus méritantes? Plutôt mes salariés qui devraient en profiter plutôt que je sais pas qui. Et donc, là, je suis dans un process où, alors j'ai déjà donné des actions gratuites aux salariés, mais là, je vais redonner 10% du groupe à l'ensemble des salariés. Et je mets en place un MBO qui va concerner à peu près une centaine de managers pour qu'ils récupèrent 25% du capital, où je les accompagne dans des conditions extrêmement favorables. L'idée, c'est d'avoir 35% du capital qui soit aux mains des collaborateurs, que je garde à peu près 35%, et que des fonds et autres financiers soient en complément. Et par ailleurs, il y a 5% du groupe qui est détenu aujourd'hui par un fonds de solidarité qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales et qui a deux grands axes. Promouvoir la dignité femmes-hommes, notamment dans l'univers professionnel. Et le deuxième, c'est aider et lutter contre les violences faites aux femmes. Et à ce propos, moi, il y a un truc qui m'a énormément surpris. Pourquoi j'ai créé ce fonds? Parce que j'avais quelques salariés qui subissaient les violences de leur canard de Sur 20 000 collaborateurs, forcément. Et j'intervenais en direct. Et à un moment, il y a un contrôleur fiscal qui m'a dit ouais, ce que vous faites, c'est pas dans l'objet social de l'entreprise, normalement je devrais vous redresser, je ne vous redresse pas parce que ce que vous faites c'est bien, mais créer un véhicule ad hoc. Donc j'ai créé ce fonds de solidarité, que j'ai doté d'un peu plus de 5% des actions du groupe, donc ce qui fait qu'ils ont des revenus récurrents grâce aux dividendes versés par l'ensemble des entreprises. Et en mettant ça en place, ben, on l'a ouvert à l'ensemble des collaborateurs, et même à des gens extérieurs. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas uniquement les salariés intervenants qui étaient victimes de violences conjugales, mais que sur une année, on avait eu 9 femmes cadres sur 150 femmes cadres. 9 sur 150. C'est-à-dire 6% de mes effectifs féminins cadres avaient fait appel au fonds de solidarité parce qu'elles étaient victimes de violences conjugales. 6% en un an de mes femmes cadres. Je vous laisse faire le calcul sur 10 ans. Les violences conjugales, moi je croyais que c'était l'apanage des classes les plus modestes. Ben, c'est pas le cas. Et ça calme. Moi, ça m'a terrifié. Ça me terrifie. Ça me terrifie que des gens et que des hommes tapent sur leur gonzesse. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'inverse parfois. Mais ça me terrifie que les gens utilisent la force physique. Et donc, voilà. Donc ça, c'est aussi un des sujets. C'est-à-dire, il y a des choses que je fais par conviction, tu vois, c'est de redistribuer aux collaborateurs, avoir cet actionnariat salarié. À terme, on parle quand même de 350 millions d'euros qui sont... Oui, ça fait beaucoup de sous. Pas de francs 6 sous. Hein. Et puis aider et avoir un impact sociétal le plus important possible sur des sujets qui sont absolument fondamentaux et qui sont... Encore une fois, moi, quand j'ai lancé ça, je pensais que ça allait être que nos intervenants, mais
6% chez les cadres. 6% de mes cadres en un an. Et ce sont celles qui ont eu le courage d'aller s'adresser au fond. Donc il y en a peut-être d'autres qui ne l'ont pas fait, tu vois, même si c'est... Guillaume, pour terminer sur une note, on va dire pas plus positive, en tout cas différente, on va rester sur l'objet du club, le vin, on a parlé du vin tout à l'heure, et du vin avec des bulles. Alors on a dégusté un excellent champagne d'Otz présenté par Laurence, et ton dernier coup de cœur côté champagne, c'était pas la maison d'Otz, c'était une autre grande maison, tu as dégusté le week-end dernier. Nous avions envoyé des caméras, c'était quoi ce champagne? Non, c'est pas vrai. Alors j'ai testé Jacques Solos. Je sais pas si vous Jacques Solos, bien sûr. Extraordinaire. Extraordinaire, ouais. C'est l'homme. Tu connaissais ou pas, Guillaume? Tu connaissais? Non, je connaissais pas, c'était la première fois que je testais. Pour aller visiter chez Ah, t'as pas été emballé? Non, j'ai pas été. Moi, je reste un inconditionnel de Krug. Ça va, il y a la grande. Oui, bien sûr. Ouais, donc, toi, pour toi, le meilleur du champagne, enfin ton meilleur champagne, voilà. Voilà, c'est le Krug. Bon, ça va. Et si on va au Mans se balader le week-end prochain, qu'est-ce que tu nous conseilles comme restaurant? Est-ce que tu as une bonne adresse d'un beau resto où on mange bien, mais surtout on boit bien au Mans? Parce que là, tu as fait la promo de 2 grandes adresses pour le mètre carré. Ouais, j'ai 2 grandes adresses. Écoutez bien, c'est important au Mans. T'as l'auberge des Matefeux qui est à Arnage et qui a un truc qui est sur place signature, qui sont des langoustines, des ravioles de langoustines, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et puis t'as le Beaulieu, qui est un ancien étoilé et qui magnifie le produit. Je sais pas si vous avez déjà mangé à l'Épicure, mais franchement, il travaille extrêmement bien le produit. Et Olivier, qui est le patron du Beaulieu, pareil, il travaille extrêmement bien le produit, il magnifie le produit, et ça c'est... Bon, Lyon est formidable, il était Guillaume, Richard, le fondateur, le président, Victor Bravo, Guillaume,